Ce midi, au Radio-Journal, c'est la fin d'une longue saga judiciaire. Jacques Delisle reconnaît avoir causé la mort de son épouse en s'avouant coupable d'homicide involontaire. L'ancien juge de 88 ans devra passer une journée derrière les barreaux. Et Israël cherche à importer des véhicules blindés canadiens. Bonjour, ici Mélanie Hood. L'ex-juge de la Cour d'appel du Québec, Jacques Delisle, a finalement plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire et il a repris le chemin de la prison, mais pour un court séjour. Malgré le compromis auquel les deux parties en sont arrivées après d'intenses négociations, l'homme de 88 ans maintient qu'il n'a pas tué sa femme et qu'elle s'est plutôt enlevé la vie en novembre 2009. Louis-Philippe Arsenault est au Palais de justice de Québec. C'est dans une salle d'audience bondée où se trouvaient notamment ses enfants que Jacques Delisle a de nouveau été menotté pour se rendre derrière les barreaux. L'ex-juge a été condamné à une peine de 8 ans et 311 jours, mais cela se soustrait au temps qu'il a déjà purgé de 8 ans et 310 jours. Il écope donc d'une peine d'une seule journée de prison. Une libération conditionnelle lui sera toutefois accordée aujourd'hui. Il sera donc de nouveau libre dès cet après-midi. Fait particulier, les deux parties se sont entendues sur la peine, mais pas le verdict. La poursuite croit toujours à la culpabilité de meurtre au premier degré, alors que la défense, elle, croit plutôt que Jacques Delisle est seulement coupable d'avoir aidé sa femme, Nicole Rainville, à s'enlever la vie avec une arme à feu en 2009. Voici l'avocat de la défense, Maître Jacques Larochelle. Je l'explique par le triomphe de la raison. Vous avez vu l'état physique de M. Delisle, vous avez vu son âge. Je ne veux pas parler pour la couronne, là, mais je pense qu'ils ont simplement pensé que ça avait assez duré et qu'on pouvait, dans l'honneur, si vous permettez, on pouvait dans l'honneur finir d'une manière qui est un compromis. Pour ce qui est de la direction des poursuites criminelles et pénales, bien que la conclusion du premier procès soit plus représentative de la vérité, elle reconnaît l'aveu de culpabilité de Jacques Delisle. Ce verdict met donc un terme à une saga judiciaire qui aura duré près de 15 ans. Ici Louis-Philippe Arsenault, Radio-Canada, au Palais de justice de Québec. Au moment où la pression s'accentue sur le gouvernement Trudeau pour qu'il cesse la livraison d'équipements militaires en Israël, Radio-Canada apprend qu'Ottawa laisse volontairement en suspens une demande d'exportation de véhicules blindés fabriqués au pays et destinés à l'État hébreu. Valérie Gamache est à Ottawa. Valérie, il s'agit d'une trentaine de blindés. Oui, il s'agit donc de véhicules blindés légers de la compagnie ontarienne Rochelle. La requête pour ces véhicules s'est rendue jusqu'au bureau de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, peu de temps après l'attaque du 7 octobre. Mais pour que la transaction aboutisse, Ottawa doit accorder les licences d'exportation nécessaires et jusqu'à maintenant, cette requête est demeurée sans réponse. Selon nos informations, le gouvernement canadien laisse volontairement traîner le dossier à cause du contexte politique pour le moins délicat qui entoure le conflit entre Israël et le Hamas. Et Valérie, si le gouvernement fédéral autorise cette transaction, il risque de s'attirer les foudres de groupes pro-palestiniens. Et par le fait même de se faire accuser de complicité dans les opérations menées par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, où les morts s'accumulent. Depuis le début du conflit, le Canada assure avoir uniquement autorisé l'exportation d'équipements militaires non létaux, mais on ne fournit pas la liste détaillée de cet équipement. Il y a l'Association des juristes canadiens pour le respect des droits de la personne qui estime que le Canada a dépensé pour plus de 28 millions de dollars en exportation de biens et de technologies militaires vers Israël depuis octobre dernier. Et d'ailleurs, pour que le Canada cesse toute exportation, ils ont déposé une requête en Cour fédérale pour forcer le gouvernement Trudeau à suspendre toutes ces exportations militaires vers Israël. Et puis, d'un autre côté, le gouvernement a énormément de pression de la part de groupes juifs et israéliens au pays qui plaident le droit d'Israël à se défendre contre les terroristes du Hamas. Valérie Gamache à Ottawa. Merci. Au revoir. Et puis, Ottawa annonce la réduction du nombre d'employés à son ambassade de Port-au-Prince en Haïti. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, précise que seuls les travailleurs essentiels restent en place. L'ambassadeur et une équipe consulaire continuent à fournir une assistance aux ressortissants canadiens. Le Parlement espagnol a voté ce matin une loi d'amnistie pour les indépendantistes condamnés ou poursuivis pour la tentative de sécession avortée de 2017 en Catalogne, une région du nord-est du pays. L'affaire est cependant encore loin d'être close puisque cette loi doit maintenant être soumise au Sénat, contrôlé par la droite farouchement opposée à cette mesure.
La tragédie du submersible Titan revient dans l'actualité. Des voix s'élèvent pour dire qu'il n'aurait jamais dû plonger pour sa dernière expédition vers l'épave du Titanic en juin 2023 et que si l'entreprise OceanGate avait tenu compte de certains signaux d'alarme importants, la vie de 5 personnes aurait pu être sauvée. Voici ce qu'a découvert Julie Dufresne de l'émission Enquête. Il était quelque part aveuglé par Titanic. Sidonie Narjolet se demande si son père, Paul-Henri, n'a pas été téméraire en acceptant de plonger à bord du Titan. S'il voulait faire quelque chose, il le faisait. Ça... Mais moi-même, je comprends pas. Dès 2018, le directeur des opérations maritimes d'OceanGate avait rédigé un rapport soulevant des problèmes d'usure de la fibre de carbone de la coque. Il a été congédié peu de temps après. Une quinzaine d'experts dans le domaine, dont William Conan, avaient aussi sonné l'alarme auprès du cofondateur de l'entreprise, Stockton Rush, qui a conçu le Titan. Fait que là, Stockton, il a pris le téléphone puis il m'a appelé. Il dit, c'est quoi ce lettre-là? Je dis, t'es capable de la lire. Tu devrais faire une série de tests qui est revue par une troisième personne. Et ça, il ne voulait pas faire ça? Il ne voulait pas le faire. C'est un navire canadien qui a remorqué le Titan jusqu'au site de son ultime plongée vers le Titanic. 1h45 après le début de sa descente, les communications ont été rompues. It was not the first time that we'd lost comms with the vessel. Ce n'était pas la première fois que ça arrivait, nous a révélé le copropriétaire du navire, John Risley. Mais ni lui, ni personne d'OceanGate n'y ont vu une raison pour mettre un frein aux expéditions. La ministre responsable de la Garde côtière canadienne, Diane Leboutillier, se dit préoccupée. Ça va être important de travailler ensemble pour mettre des règles en place pour justement s'assurer que ce type d'événement tragique-là ne se reproduise plus. Sidonie Narjolet, elle, se désole que personne n'ait su arrêter Stockton Rush. Si des gens disent « c'est risqué », c'est risqué. Ici Julie Dufresne, Radio-Canada, Saint-Jean-de-Terre-Neuve. L'ex-secrétaire au Trésor américain dans l'administration Trump, Steven Mnuchin, déclare vouloir réunir un groupe d'investisseurs pour racheter le réseau social TikTok. Cet ancien dirigeant de la banque d'affaires Goldman Sachs affirme que la plateforme devrait être contrôlée par des intérêts américains. La Chambre des représentants a adopté hier un projet de loi qui menace d'interdire TikTok aux États-Unis. En réaction, Pékin affirme que les Américains n'ont pas trouvé de preuves que le réseau social viole la sécurité nationale et estime qu'ils abusent de leur pouvoir pour s'en prendre à son propriétaire, l'entreprise chinoise ByteDance.